Le monde grec à l'époque classique, par Patrice Brun, de -500 à -323 avant Jésus-Christ. Chapitre 8. Les sociétés. On a vu les espaces politiques variés, dans lesquels se meuvent les Grecs. Il convient à présent de chercher à comprendre les cadres socio-économiques qui les sous-tendent, eux-mêmes assez complexes. Citoyens et non-citoyens. La société grecque fonctionne sur le mode de la dualité et de l'altérité, et cela à peu près dans tous les domaines. Il y a le monde des hommes et celui des dieux, des hommes et des femmes, des libres et des esclaves, des Grecs et des barbares. Mais à la lecture des auteurs antiques, l'on s'aperçoit que cette altérité, aisément repérable aussi dans la syntaxe et le balancement régulier des phrases de la rhétorique, dépasse ce strict cadre humain. Les Grecs aimaient à mettre en valeur les oppositions de toute nature, terre, mer, île, continent, jeunesse, vieillesse, etc. Et dans certains cas bien précis, on peut parler de véritables lignes de fracture. Mais nulle opposition n'était plus marquée que celle séparant les citoyens des non-citoyens, bien davantage encore que le couple antithétique, libre et esclave. Il y a à cela une explication simple. Dans un monde où la cité est l'élément dominant, l'essentiel réside dans l'appartenance à cette dernière. Or, nous avons vu que la cité se définit avant toute chose comme un groupe humain, celui des citoyens, bien avant son appréhension, comme un espace territorial. Même si celui-ci a évidemment son importance en tant que terre et tombeau des ancêtres, chaque fois que nous parlons d'Athènes, de Sparte, de Corinthe, pour définir une action militaire ou diplomatique, nous commettons en réalité une faute de sens. Jamais Thucydide, Xénophon ou Plutarque ne s'exprimaient ainsi. Pour eux, pour tous les autres auteurs antiques, seuls comptent, seuls agissent les Athéniens, les Spartiates ou les Corinthiens. Et l'on réserve le nom de la ville pour les seules acceptions géographiques. On a noté plus haut que les monnaies, dans la légende gravée au revers, intégraient cette dimension essentielle de la nature profonde de la cité grecque. L'on ne s'étonnera donc pas de voir les textes s'intéresser aux seuls citoyens et délaisser à peu près entièrement, sauf cas exceptionnels justifiés par les événements, tous ceux qui ne le sont pas. Dans cet esprit, il ne peut y avoir de notion d'égalité, ou plutôt, s'il peut y en avoir, ce ne sera qu'à l'intérieur d'un même groupe. La différence fondamentale entre oligarchie et démocratie réside dans le fait que, seule celle-ci, accepte l'idée d'une égalité formelle entre l'ensemble des citoyens. Mais aucune démocratie n'a jamais envisagé d'élargir cette égalité de droit à ceux qui étaient exclus de la citoyenneté, les femmes, les étrangers, les esclaves. On a vu précédemment que la ligne de séparation entre oligarchie et démocratie n'était pas aussi large que les auteurs anciens se plaisent à le dire. Dans l'approche de ce qu'était la citoyenneté, les similitudes l'emportèrent très largement sur les différences. Les citoyens. La variété des régimes politiques grecs explique pour partie celle de la notion de citoyen, et l'on a vu que cette dernière pouvait être évanescente dans des systèmes politiques où la cité en était à ses balbutiements. Il faudra montrer à la fois cette variété, mais également toutes les similitudes qui permettent de donner un aperçu de la réalité de la citoyenneté, ou politeia dans le monde grec. Qu'est-ce qu'un citoyen? La société grecque, fonctionnant sur le modèle de l'exclusion, il était plus commode pour Aristote, qui lui-même ne le fut jamais dans la cité d'Athènes, où il vécut presque 30 ans, de définir ce que n'était pas le citoyen. Politique, Grand 3, 1274-1275 pour la source. On est en droit néanmoins de préciser un certain nombre de points, communs à l'ensemble des cités. Le citoyen est un homme, né de père citoyen. À Athènes, après 451, il fallait encore que la mère fût de naissance citoyenne, ayant atteint sa majorité dans la 18e ou la 20e année. La cité contrôlait de manière sourcilleuse les différentes étapes de l'accès d'un jeune garçon à la politeia. Depuis son intégration au groupe familial, sous la responsabilité de son père, qui attestait son origine légitime, jusqu'à son entrée dans le corps des citoyens par l'intermédiaire de son incorporation à l'armée, il fallait encore ne pas avoir subi d'indigénité civique, qui le ravalerait pour toujours en rang d'un étranger. Si à Athènes, pour autant que nous puissions le savoir, cette perte de droit, l'atimie, mot à mot la suppression de l'honneur, paraît rare et seulement justifiée par une grave condamnation pénale, à Sparte, cité oligarchique, l'appauvrissement explique en grande partie l'effondrement du nombre de citoyens au IVe siècle. En effet, en raison des pertes démographiques à la guerre, mais aussi des conditions particulières de la citoyenneté spartiate. Il y a de moins en moins de citoyens à Sparte au cours de la période classique, ceux que l'on désigne sous le nom de homoioi, les égaux, ou mieux les semblables, c'est-à-dire les Spartiates au sens plein du nom. Le terme de Spartiate devant d'ailleurs être réservé aux seuls citoyens de rang, celui de lacédémonien étant plus général, même si les deux termes pouvaient, dans bien des cas, être synonymes. La citoyenneté allait de pair avec la détention d'un champ, le cléros, en principe inaliénable, qui devait subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi au repas en commun, le syssitis, auquel le Spartiate était astreint jusqu'à sa 60e année.
ne plus pouvoir apporter sa quote-part en nature à ses repas de messe, et cela était susceptible d'arriver dès que, par le jeu des partages successoraux, le cléros était devenu trop petit pour faire vivre raisonnablement une famille, faisait choir le Spartiate dans la catégorie des inférieurs, les hypomeiones, emportant avec lui sa descendance dans une déchéance irrémédiable. En contrepartie, certaines familles avaient tout loisir de récupérer à leur profit ces cléroi tombés en déshérence, puisqu'un inférieur ne pouvait plus conserver en son propre cette terre, créant ainsi les conditions d'une concentration de plus en plus grande de la terre à Sparte et réduisant en quelque sorte l'oligarchie en un nombre toujours plus étroit de mains. De plus, une loi attribuée par nos sources à l'effort Epitadéus transforma au IVe siècle les conditions de la transmission du cléros, celui-ci au départ inaliénable, puisque la cité en avait la propriété théorique éminente, puis désormais faire l'objet de transactions, ce qui accéléra encore le phénomène de la concentration et rejeta une quantité croissante de Spartiates de plein droit dans la catégorie des hypomeiones. Outre ces problèmes de nature économique, un citoyen qui avait fait preuve de lâcheté au combat perdait lui aussi ses droits civiques et passait de manière définitive le groupe des Treisantes, les tremblants. A l'inverse, existaient des hommes qui, non citoyens de naissance, avaient peut-être, parce qu'ils avaient eu accès à une éducation spartiate, dont on verra plus loin l'importance, une place prépondérante dans l'armée, notamment lorsqu'il fallait engager des opérations extérieures de longue haleine. Il s'agit des Néodamodes, probablement des bâtards, que l'on voit apparaître dans nos sources dans les premières années de la guerre du Péloponnèse, sous les ordres de Brasidas, et que Thucydide désigne sous le simple terme de Brasidiens. Nombreux, aguerris, ces hommes qui ne se seraient sans doute pas contentés des miettes que les autorités de la cité étaient peut-être disposées à leur concéder, devinrent un sujet d'inquiétude tel pour ces dernières qu'il fut décidé d'en faire disparaître 2000 dans des conditions mystérieuses seulement imaginables dans une cité où le secret faisait partie de la vie quotidienne. Thucydide Grand 4, 84 pour la source. Ces catégories, multiples et hétérogènes, formaient un ensemble d'hommes qui participaient par la guerre ou par des opérations de police interne aux affaires de la cité, mais qui, exclus de toutes les responsabilités afférentes aux citoyens, devaient jalouser ces derniers. On a une idée des tensions que cela pouvait générer avec ce que l'on a coutume d'appeler la conspiration de Cynadon, qui éclata au tout début du IVe siècle. Cynadon était un inférieur que les autorités spartiates avaient déjà utilisé pour quelques missions secrètes, qui chercha à soulever les masses de ses homologues contre les citoyens, beaucoup moins nombreux selon ses dires. L'affaire ébruitée échoua, mais elle est révélatrice d'une situation sociale explosive, dans une cité où la guerre du Péloponnèse avait apporté des bouleversements économiques et sociaux considérables. Les cités crétoises, au modèle politique et social proche du système spartiate, distinguaient pareillement des gens désignés sous le nom d'apétaïroi, littéralement ceux qui sont exclus de l'étarie, dont on pense qu'ils recouvraient les mêmes catégories d'inférieurs frappés d'indignité civique pour bâtardise, couardise au combat ou pauvreté. Comme si la situation n'était pas assez complexe, la cité de Sparte était composée d'une autre catégorie particulière d'habitants, les périèques, littéralement ceux qui sont établis autour, occupant les terres périphériques de Laconie. Leur origine se perd dans la nuit des temps. Sans doute avaient-ils été intégrés très tôt dans l'État spartiate à la suite d'opérations militaires pas suffisamment décisives pour faire d'eux des populations asservies. Si les citoyens de plein droit étaient reconnus sous le nom de Spartiates, les périèques, avec ces derniers, formaient le groupe des Lacédémoniens, ce qui, par rapport aux inférieurs étudiés plus haut, en faisait des privilégiés relatifs, d'autant que les communautés périèques jouissaient d'une autonomie interne réelle. Leur était-il reconnu un droit quelconque aux décisions engageant la cité dans son ensemble ? Longtemps a prévalu parmi les historiens l'idée selon laquelle ils en étaient totalement écartés. Ils n'auraient eu que le droit, si l'on peut dire, de suivre les décisions de la cité, notamment ce qui concerne les expéditions militaires. Une thèse récente de Françoise Ruzé a mis à mal cette analyse ancienne et accorde aux périèques des droits dans la marche de la cité. Quoi qu'il en soit, leur relation avec les Spartiates était loin d'être idyllique. Malgré le silence complet que nous opposent les textes anciens, l'exemple le plus éclairant réside dans leur attitude en 370 devant l'invasion thébaine. Contrairement à toute attente, ils se rangèrent du côté ennemi, preuve visible de leur rancœur accumulée envers les Spartiates. On le voit par cette impressionnante liste de groupes intégrés à la cité mais qui n'en faisaient pas entièrement partie, ce qui distingue avant tout la citoyenneté d'une cité oligarchique telle que Sparte ou les cités oligarchiques crétoises, et celle d'une cité démocratique comme Athènes. C'est l'existence, dans la première des catégories intermédiaires, entre le non-citoyen absolu et le citoyen de plein droit, totalement absente dans la seconde. Les citoyens, politesse, disposent de droits exclusifs.
Lui seul a le droit de posséder une terre ou un bien meuble. La femme ne peut théoriquement en détenir, et si par le jeu d'une succession, elle entre en possession d'un tel bien, elle doit être mariée au plus vite. Les étrangers n'ont pas davantage ce droit à la propriété, sauf si un vote explicite et nominal du peuple leur confère. À titre toujours exceptionnel, un tel privilège, en remerciement de services majeurs rendus au démos, c'est l'ankthésis, qui donne lieu à Athènes, au IVe siècle surtout, à des décrets honorifiques conservés par l'épigraphie. Le citoyen peut espérer encore bénéficier de redistributions opérées par la cité en cas de ressources inattendues. Ce peut être par exemple une distribution gratuite de blé. Le cas est avéré au milieu du Ve siècle à Athènes. Ou bien une manne issue d'une découverte minière ou de confiscation. Il fallut ainsi toute la persuasion de Thémistocle pour convaincre ses concitoyens d'affecter le produit d'un nouveau et riche filon des mines du Laurion à la construction d'une flotte de guerre et d'abandonner par la même occasion une redistribution équitable par tête. Mais le principe n'en fut pas pour autant abandonné. Vers 330, les biens d'un concessionnaire minier du Laurion, un certain Diphilos, furent confisqués après une tentative d'escroquerie, et son immense fortune fut répartie entre tous les citoyens, de sorte que chacun bénéficia de 50 drachmes. À ces droits correspondent des devoirs, et l'originalité marquante de la cité grecque est de proposer un équilibre entre ces droits et ces devoirs, sans lequel il ne saurait y avoir de citoyens. Sans droit, l'homme n'est qu'un esclave, et sans devoir, aucune vie en société n'est possible. C'est d'ailleurs cette réflexion qui, semble aux yeux des Grecs, marquer le mieux leur différence face aux barbares et justifier leur supériorité. Droits et devoirs sont donc mêlés de manière inextricable, et la participation aux affaires de la cité, que nous assimilerions volontiers à un droit, était considérée comme le premier des devoirs civiques. L'on pourrait alors sans grande difficulté réduire les devoirs du citoyen à un seul, servir et défendre sa cité par tous les moyens. Le premier qui vient à l'esprit est sans nul doute la défense du territoire. D'un point de vue mental, il est aisé de comprendre que la participation des seuls citoyens à la défense active du sol s'explique par le fait que seuls aussi, ils ont le privilège de la propriété, le premier n'étant que l'exacte contrepartie du second. On a d'ailleurs remarqué plus haut que certaines cités avaient poussé ce principe jusqu'à son achèvement, à savoir que seuls les détenteurs d'un bien, qui avaient donc un patrimoine à défendre en cas d'invasion et de destruction de territoire, avaient le droit de participer aux délibérations politiques et le devoir de faire partie de l'armée. Dans ce courant du 7e siècle était apparu le modèle du paysan soldat, membre de la phalange hoplitique. L'hoplite était protégé d'une solide armure de bronze, d'un casque, de jambières et d'un large bouclier, l'oplon, et l'armée d'une pique d'environ 2 mètres de long, le tout fourni à ses propres frais, car la cité ne prenait pas en charge une telle dépense. Il représente à l'époque classique encore, et malgré des évolutions sensibles sur lesquelles nous reviendrons, le modèle du guerrier grec, celui que les royaumes orientaux du 7e au 6e siècle cherchèrent à recruter en raison de la puissance de la ligne de front que, groupée en unités de dizaines ou centaines d'hommes, l'on appelait la phalange. Mais l'hoplite n'est pas seulement un type de guerrier, il représente aussi un modèle social, parce que bien souvent, il était issu du groupe des petits propriétaires. À Athènes, les 2 premières classes censitaires servaient dans la cavalerie, tandis que la troisième, forte de plusieurs milliers d'hommes, était versée dans l'infanterie. C'est cette phalange de petits propriétaires qui repoussa les Perses à Marathon, et servit plus tard de référence à Aristophane pour décrire une paysannerie pleine de bon sens et de conservatisme politique. Cet exemple athénien peut sans dommage être transporté dans toutes les cités grecques. Partout en Grèce, la phalange, composée d'hommes assez riches pour se payer une panoplie dont on peut évaluer le coût à 200 drachmes, quand la journée de travail d'un ouvrier athénien était rémunérée à hauteur de 2/3 de drachmes environ, symbolisait une classe sociale qui se démarquait du reste de la société. C'était aussi l'assise politique de tous les régimes oligarchiques, et l'on rappellera qu'Éphialtès profita en 461 de l'absence des hoplites, partis sous les ordres de Cimon soutenir Sparte en lutte contre ses ilotes, pour faire voter les lois qui abaissèrent les pouvoirs de l'aréopage. Nul doute, même si les fondements de la démocratie athénienne remontent à Clisthène, que la marche vers la démocratie que l'on a étudiée pour Athènes doivent beaucoup à la participation militaire massive des citoyens les plus pauvres embarqués sur les trières, qui permirent la survie d'Athènes au moment de Salamine, puis son essor impérialiste au cours du 5e siècle. De ce point de vue, il n'y a finalement pas une grande différence entre les oligarchies terriennes et la démocratie navale. Partout, le pouvoir appartient à ceux qui assurent la pérennité de la cité. On comprend donc ces conditions, l'émergence progressive d'une idéologie affirmant comme naturel le sacrifice de la vie du soldat citoyen à sa patrie. Il se peut que les guerres médiques aient été un moment crucial dans l'apparition de cette vision du monde qui possède sans nul doute sa part de vérité, mais tout autant sa part d'idéalisation.
Au lendemain des guerres médiques, de multiples épitaphes furent gravées pour célébrer les exploits des héros qui laissèrent leur vie pour la liberté de la Grèce. On a retranscrit plus haut celle des Mégariens. Les Athéniens se glorifièrent de leur victoire de Marathon en décernant aux 192 citoyens morts au combat des honneurs inconnus jusque-là, en les inhumant dans un tumulus érigé sur le champ de bataille. Une inscription récemment découverte permet de montrer que ce fut à l'occasion de leur triomphe que les Athéniens prirent l'habitude de graver sur les grandes plaques de marbre le nom des citoyens tombés sur le champ de bataille. Dans la foulée sans doute, et au plus tard durant les années 460, l'habitude se prit à Athènes de célébrer à la fin de chaque campagne les citoyens tombés au combat durant l'année écoulée. Cette cérémonie officielle honorant la mémoire de ceux qui étaient devenus les héros de la cité était ponctuée par un discours prononcé par le plus en vue des Athéniens. Nous en avons conservé prononcé par Périclès, Démosthène ou Hypéride par exemple, dans lequel était fait l'éloge des morts certes, mais bien plus de la cité elle-même, pour laquelle l'orateur crée une histoire mythique. Dans ses épitaphioi logoi, ou discours sur la tombe, que, faute de mieux, nous traduisons par oraison funèbre, transparaît toute l'idéologie du bon citoyen mort pour la survie de sa patrie. Mais c'est à Sparte que le mythe du soldat mort pour le salut de sa cité atteint son paroxysme. L'événement qui a fourni les anecdotes les plus nombreuses sur l'héroïsme des Spartiates est sans nul doute la bataille des Thermopyles, durant la Seconde Guerre médique. Envoyé vers le défilé pour contenir l'offensive perse vers le sud, le roi Léonidas, entouré de 300 Spartiates, succomba en un combat sans espoir de succès. Le retard que la résistance de Léonidas imposa à Xerxès, loin d'être inutile, permit à la flotte grecque de se replier sur des bases plus méridionales et de se regrouper à Salamine avec l'issue heureuse que l'on sait. Ce fait d'armes fut immortalisé à l'issue du conflit par un poème transmis jusqu'à nous par Hérodote, le Grand 7 228 pour la source, dans lequel on insistait sur l'obéissance des héros aux lois de Sparte, thème repris et amplifié par la suite jusqu'à Plutarque, qui collectionna une série de sentences attribuées à Léonidas dans lesquelles, en dehors de toute réalité historique, le roi évoquait avec sérénité sa fin prochaine au service de sa cité. Avec l'exemple de Sparte, on touche aux limites de l'idéologie et même de la propagande dans les rapports entre la cité et ses enfants. Toute la société spartiate était supposée vivre dans la seule espérance de mourir au combat et de leur côté. Les femmes ne négligeaient apparemment pas d'exciter leurs maris et leurs fils à un héroïsme extrême. Célèbre est l'anecdote de la mère d'un jeune Spartiate au moment du départ de son fils, lui enjoignant de revenir avec son bouclier ou dessus. Moralia 220 pour la source. C'est-à-dire vainqueur ou mort, l'usage voulant parfois que le corps du défunt soit transporté jusqu'à sa sépulture sur son bouclier. Ce patriotisme extraordinaire, faisant passer très en arrière les sentiments maternels au bénéfice exclusif de la communauté, fut en vérité largement exagéré, à partir de quelques cas authentiques, par des partisans inconditionnels du système politique spartiate, parfois tardifs comme Plutarque. D'autres exemples, réellement attestés, vont en effet tout à fait à l'opposé de cette vision édifiante de citoyens prêts à se sacrifier pour leur cité. Le plus révélateur de ceci est la reddition des 120 Spartiates enfermés dans l'îlot de Sphactérie en 425, qui, loin de se battre jusqu'à la mort, préférèrent remettre leurs armes aux Athéniens vainqueurs. Quant à la ferme volonté que la tradition attribue aux femmes spartiates, elle est largement remise en cause par un récit de Xénophon, pourtant solide défenseur de l'idéologie spartiate, qui montre la frayeur et presque l'hystérie qui s'empara d'elle lorsque, en 370, les troupes thébaines déferlèrent sur la Laconie. Hellénique, Grand 6, 5, 28. Plutarque, Agésilas, 31, 5 pour les sources. N'allons pas trop loin cependant. S'il convient d'évacuer sans regret quelques historiettes édifiantes de l'imagerie officielle de citoyens prêts à tout moment à mourir pour leur patrie, il n'en reste pas moins que la présence permanente de ces mêmes citoyens au combat est une réalité que l'on ne peut repousser. Mais en cela, il est vrai, Sparte se distingue peu des autres cités. L'éducation, transmission de valeurs communes. Dans ces conditions, rien d'étonnant que la guerre, dont on examinera plus loin la dimension économique et sociale, joue un tel rôle dans sa formation du futur citoyen. À nouveau, nos sources nous interdisent de nous échapper des exemples d'Athènes et de Sparte, et il faut avouer que nous n'avons guère les moyens de juger de leur représentativité. Il faut toutefois indiquer qu'à Tassos, la cité fournissait, au fils des citoyens morts au combat, un équipement complet de fantassins lourdement armés, preuve de l'intérêt que la cité prêtait à l'intégration des jeunes dans l'armée. À Athènes, l'éducation du futur citoyen, Pléideia, était laissée au cadre familial. La fréquentation de la palestre, où il apprenait la lutte, du gymnase, où il s'initiait aux disciplines athlétiques, sans que soit négligé un enseignement que nous appellerions intellectuel, devait faire de lui un homme entraîné à l'effort. L'existence probable, dès la seconde moitié du 5e siècle au moins, d'une forme de service militaire, l'éphébi,
ne doit toutefois pas être prise dans une dimension exclusivement militaire. Il s'agit bien plutôt de façonner un bon citoyen. Cette ephébie, nous la connaissons surtout pour le IVe siècle. Elle consistait, pour les jeunes engagés de 18 ans, en exercice de garnison dans les fortins et forteresses disséminés en Attique. Les événements qui affectèrent la cité après la défaite de Chéronée expliquent sans doute certains changements qui furent alors opérés. Un texte épigraphique des années 330 nous apprend que les éphèbes devaient prêter le serment de défendre les dieux et les productions agricoles de la cité, témoignage sans doute d'une forme symbolique de retour aux sources, en une époque où la cité s'identifiait au seul territoire de l'Attique et non plus à son empire maritime. Mais là encore, il apparaît bien que, plus que de fabriquer un soldat aguerri, l'Éphébie avait pour principal but de former les meilleurs citoyens possibles, même si, sous la forme que nous lui connaissons dans les années 330, elle ne fut jamais une stricte obligation dont dépendait la qualité future de citoyen. Il en allait tout autrement à Sparte, où l'éducation, prise en charge par la cité, était en même temps que la naissance une condition sine qua non de la dignité civique, et un fils de citoyen qui n'aurait pas suivi et subi les indispensables années d'éducation ne pouvait, à sa majorité, prétendre à la qualité d'homoios. Le but n'est toutefois pas différent à Sparte et à Athènes. Il s'agit de former des citoyens dans leur globalité. Mais c'est peu dire que les moyens pour y parvenir empruntaient des chemins différents. Dès l'âge de 7 ans, l'enfant était enlevé à sa famille, pour être pris en charge par les autorités de la cité. Des classes d'âge successives, Paides, Irénès, marquaient les étapes d'une vie adolescente et d'un apprentissage. D'aucuns parlent de dressage, tout entier consacré à la vie en collectivité et à l'obéissance à la loi. Les rudiments du maniement des armes étaient certes enseignés, mais il s'agit plutôt, au dire de nos sources, d'habituer le jeune homme à une vie austère et frugale, de stimuler l'esprit de compétition des adolescents, de susciter en eux une agressivité permanente, détournée au service exclusif de la cité. Il faut d'ailleurs avouer que les textes à notre disposition livrent de bien étranges pratiques et semblent pour beaucoup se complaire dans une idéalisation tardive et forcenée de cette éducation qui n'aurait formé que des héros. La vie de Lycurgue, de Plutarque, pseudo-biographie du législateur mythique de la cité qui nous livre les pages les plus fournies sur la Paideia, spartiate, Lycurgue 14-18 pour la source, fourmille d'anecdotes pittoresques inventées dans le seul but de faire croire en la réussite de ses méthodes. La plus édifiante est indiscutablement l'histoire du jeune enfant, surpris en train de voler un renard, mais niant le fait avec aplomb, pendant que l'animal lui dévorait avec férocité les flancs. Si la véracité de telles anecdotes est évidemment plus que douteuse, la réalité des modes éducatifs spartiates ne l'est pas. L'une des plus grandes originalités réside dans la cryptie, sorte de rite initiatique qui terminait l'éducation de certains jeunes. Pas de tous, la nuance est d'importance. Et qui excita l'imagination des auteurs, anciens comme modernes. Le crypte était lâché, seul en pleine nature, nu et armé seulement d'un couteau. Il ne devait pas se faire voir, le nom dérivé du verbe cryptein, se cacher, et pour subsister devait voler sa nourriture, de préférence la nuit. S'il rencontrait la nuit un ilote, paysan asservi, dont nous aurons à reparler ultérieurement, attardé hors de sa maison, il avait le droit de le tuer. Pratique qui révoltait déjà les anciens, et d'autant plus étrange qu'elle supposait la solitude d'un jeune homme juste avant son entrée dans la société des soldats. Les études menées sur ce thème ont démontré que nous étions là en présence d'un rituel initiatique d'aversion dont on peut déceler les correspondances dans d'autres civilisations. Il s'agit, à l'aube de son intégration dans le groupe, et en le rejetant momentanément dans la solitude, de faire comprendre aux futurs membres l'intérêt de la vie communautaire. Mais l'éducation spartiate ne se terminait en fait pas avec la fin de l'adolescence. Intégrés à ce moment-là dans les réseaux de compagnonnage des Syssitia, les homoioi n'en avaient véritablement terminé avec la vie de groupe qu'à leur entrée dans leur 60e année. Cette vie communautaire permet de comprendre le grand rôle joué par l'homosexualité dans l'éducation et la vie des Spartiates, et dont l'aspect systématique frappait les commentateurs antiques, qui en avaient pourtant vu d'autres. Les sociétés crétoises offrent de multiples similitudes avec l'exemple lacédémonien. Grâce à une grande inscription gravée au milieu du 5e siècle, découverte dans l'ancienne cité de Gortine, et connue des historiens sous le nom de Code de Gortine, mais aussi par des allusions éparses dans la littérature, notamment d'Aristote, on sait que les citoyens de ces cités, très oligarchiques, vivaient dans des sociétés militaires insérées à l'intérieur de tribus et de compagnies, les Hétaï et Iraï. À l'instar des Spartiates, à l'issue d'une éducation chapeautée par la cité, la gela, signifiant le troupeau, des rites de passage se terminaient par l'enlèvement du jeune homme par son amant, acte qui faisait passer celui-là dans la caste des guerriers. Verser son argent pour la cité. La participation active à la défense du territoire, qui ne s'est pas démenti durant l'ensemble de la période classique, malgré l'apparition de soldats mercenaires, que nous étudierons plus loin,
était pour ainsi dire le devoir de base de tous les citoyens de toutes les cités du monde grec. Lorsque l'on vit de petites cités insulaires fournir, au moment de la Seconde Guerre médique, des vaisseaux de guerre, montés par des dizaines ou des centaines de citoyens, l'on ne peut douter de l'existence d'un tel devoir impérieux. Toutefois, le développement de l'économie monétaire, la sophistication progressive des méthodes de guerre et des structures politiques des cités amenèrent la création d'un autre devoir inhérent au métier de citoyen, celui de verser son argent pour le bien de la communauté. On peut rappeler que les versements en numéraire de cité à cité, par le biais des tribus, ont précédé le paiement de taxes intérieures par les citoyens. Le phoros de la Ligue de Délos, s'il reprenait sans doute, avec les limites d'une telle comparaison, le tribut que les cités grecques, sous domination achéménide, versaient au trésor royal, n'en était pas moins une nouveauté dans le monde grec, puisqu'un paiement en espèces remplaçait officiellement un service militaire en nature. Le système des syntaxéis de la Seconde Confédération prévoyait des contributions mixtes, en navire et en argent. Signe des temps, lors de l'expédition conduite par les Spartiates contre Olynte en 382, il fut loisible aux membres de la Confédération péloponnésienne de se libérer de leur participation militaire en échange d'une indemnité en liquide. C'est assez dire donc que, très tôt, le principe d'un paiement en espèces, libératoire ou complémentaire d'une obligation militaire, était entré dans les mœurs. Mais c'était autre chose de l'installer au cœur des pratiques d'une cité. Et comme souvent à l'époque classique, c'est à Athènes que nous voyons le mieux sa naissance et son essor. Bien que la levée d'un tel impôt a dû préexister dans les cités astreintes au phoros de la Ligue de Délos, dès les premières années de la guerre du Péloponnèse, devant la multiplication des opérations militaires un peu partout en mer Égée, le trésor accumulé par les Athéniens, issu en majorité du phoros des Alliés, se mit à fondre très rapidement. Au bout de 3 années, les 6000 talents en dépôt en 431 étaient suffisamment entamés pour alerter les Athéniens, qui décidèrent de lever un impôt exceptionnel de 200 talents, l'Eisphora. Même si cette exception devait se renouveler souvent après l'expédition de Sicile et au siècle suivant, le caractère anormal de telle levée perdura. C'est que, on l'a dit, la cité fonctionne à l'égal d'un club de privilégiés qui pouvaient se tenir quitte de leurs engagements envers la communauté civique dès lors qu'ils participaient activement à sa défense. Mais le principe de Mistoi avait très tôt touché le domaine militaire à Athènes car les expéditions navales, fondement de l'impérialisme athénien, étaient longues et le numéraire devint, dès la première moitié du 5e siècle, indispensable au maintien et à l'accroissement de cet empire. Il était en effet possible d'envisager pour un fantassin de s'éloigner quelques semaines de son activité économique quotidienne. Les expéditions terrestres, presque jamais lointaines, étant brèves et se déroulant généralement après la période des moissons. C'est ainsi que la plus longue des invasions péloponnésiennes, en Attique, durant la guerre archidamique, ne dépassa pas 40 jours. Tel n'était pas le cas pour les membres d'une flotte dont la mission pouvait atteindre plusieurs mois, et comme l'essentiel des équipages était constitué de citoyens, la question de leur salaire fut posée dès le premier temps de la Ligue. Le versement d'une indemnité journalière était indispensable pour permettre à ces hommes de quitter leur foyer en assurant l'entretien de leur famille, et l'on comprend à quel point les rameurs, le plus souvent issus des milieux les plus modestes de la société athénienne, étaient favorables au maintien de l'empire qui fournissait des soldes indéfinis. En temps normal, le phoros pourvoyait largement aux besoins de la flotte, mais il suffisait d'une expédition un peu longue et de quelques ampleurs pour rendre le phoros insuffisant et la seule guerre contre Samos en 440 coûta 1200 talents, soit le triple du tribut annuel. Nous ignorons comment pouvait être financée une expédition maritime par des cités comme Corinthe ou Corcyre, qui avaient des marins non négligeables, plusieurs dizaines d'unités chacune, mais nul doute que de tels obstacles durent se dresser, et avec plus d'acuité encore qu'à Athènes, laquelle disposait de ressources fédérales. Et lorsque les Spartiates, pour contrer les Athéniens sur leur terrain de prédilection, sentirent la nécessité d'armer une flotte, la question de son financement s'opposa. L'on sait que ce furent les Perses qui pourvurent aux dépenses afférentes à la flotte de guerre péloponnésienne. On voit donc, en revenant au cas athénien, que le système de l'Eisphora, devenu une ardente obligation civique, était le seul moyen pour la cité d'armer une flotte. Mais cet impôt, qui se montait généralement à 1% du capital total, déclaré par les citoyens détenteurs d'une certaine fortune, sans doute 2000 drachmes, ne pouvait être renouvelé constamment, sans risque réel d'amputer à terme les fortunes privées, qui étaient sollicitées, d'autre part par le biais des liturgies. Les liturgies, mot à mot les obligations, s'intègrent beaucoup mieux à l'Eisphora dans l'espace civique, et c'est la raison pour laquelle l'on ne distingue pas dans nos sources de protestations marquées contre celle-ci, au contraire de l'Eisphora, souvent vilipendées par les plus riches des Athéniens qui y étaient astreints. On ignore le moment où elles apparurent dans la cité, mais leur histoire est à ce point liée à la démocratie qu'elles disparurent avec elle en 322 et n'ont dû n'apparaître qu'au 5e siècle, même si elles ont peut-être repris des traditions antérieures.
Elle fonctionne selon le principe d'une obligation volontaire, auquel les plus riches sont soumis, et cela dans des domaines a priori différents, mais qui ont tous un objectif politique, au sens que les Grecs donnaient à cet adjectif, c'est-à-dire concernant la vie de la cité. La plus onéreuse, et celle qui sans doute revenait le plus souvent, était la triérarchie, consistant dans le commandement de l'équipement, rames, mâts, avirons, d'un navire de guerre dont la coque était fournie par la cité. C'est sous l'impulsion de Thémistocle, lorsque la guerre contre Égine faisait rage entre les deux guerres médiques, que le principe de cette obligation, reposant sur les 100 plus riches athéniens, fut adopté. La triérarchie évolua au cours de ces 2 siècles. Le développement de la flotte accrut dans un premier temps le nombre d'imposables, à peu près 400, tandis qu'il fut décidé que l'on ne pourrait pas être soumis à une liturgie plus d'une année sur 2. La désagrégation de l'Empire, après la défaite en Sicile, jointe à la ruine personnelle qui toucha de nombreux Athéniens, rendit nécessaire l'introduction vers 410 de la syntriérarchie, système qui permettait à 2 contribuables de s'acquitter de la charge en même temps. En 358, avec la loi d'un certain Périandre, la triérarchie connut une évolution marquée qui en transforma la nature. Ce n'était plus une charge nominale à une dignité militaire, le commandement de la trière, mais ce devenait une imposition fiscale comme les autres. Les Athéniens désormais, astreints à la triérarchie, 4 fois plus nombreux qu'autrefois, 1200 désormais, versaient leur quote-part à l'intérieur d'un groupement de contribuables, les Cimories. Cette loi de Périandre touchait en fait à l'équilibre général de la triérarchie. Nous l'avons dit plus haut, la triérarchie avant 358 n'est pas un simple versement fiscal, mais avant tout un service rendu par un riche à sa cité dans un contexte aristocratique de compétition, ce qui explique largement son acceptation par les couches civiques favorisées. En effet, toute latitude était laissée au liturge pour organiser par lui-même ses dépenses, et dans le cas de la triérarchie, il commandait le vaisseau qu'il avait lui-même équipé. On peut parler de ces conditions d'honneur payants, ce qui explique les dépenses extraordinaires que certains engageaient, à la fois pour montrer leur générosité dans les devoirs que la cité imposait à ses enfants, mais aussi pour se montrer supérieurs à ses concitoyens astreints à la même charge. Les liturgies athéniennes ne se comprennent pas en dehors de cette atmosphère de rivalité et de compétition permanente, l'agone, qui est une marque de l'esprit grec. Elles ont été un moyen habile de détourner cet esprit de compétition, au départ très aristocratique, au profit de la cité, et elles ont été le symbole d'une entente tacite entre les couches favorisées de la société athénienne, qui n'étaient pas les mieux placées au départ pour soutenir la démocratie, et le régime lui-même. Pour être celle des liturgies qui symbolisent le mieux l'osmose entre le citoyen et le devoir de défense de sa cité, qui était le sien, et pour être aussi sans doute la plus onéreuse, la triérarchie n'était pas la seule. Il en existait bien d'autres à Athènes, parmi lesquelles la chorégie tenait une place particulière, et si la survie de la cité n'en dépendait pas, comme pour la triérarchie, elle n'avait pas une importance politique moindre. Lors des grandes fêtes religieuses, comme les Dionysies par exemple, les poètes tragiques donnaient une création théâtrale dans le théâtre grec, tel qu'il sort des limbes à l'extrême fin du VIe siècle et au début du Ve siècle, l'action étant large partie menée par le chœur recruté et entraîné aux frais d'un riche citoyen, dans le cadre d'une obligation liturgique. Loin de devoir être considérée comme un simple loisir, la participation des citoyens aux fêtes religieuses faisait partie intégrante des devoirs inhérents à sa dignité civique. Une chorégie bien remplie assurait aux liturges la considération de tous, et ce n'est certainement pas un hasard, par exemple, si le nom du jeune Périclès est associé à la chorégie des Perses d'Échille en 472. Parfois, le chorège vainqueur voulait laisser à la postérité le témoignage de sa victoire et de son dévouement à la cause commune. Un monument bien connu du quartier de Plaka à Athènes, appelé monument de Lysicrate, du nom du chorège vainqueur en 335-334, au nom de sa tribu, dans un concours, illustre bien cet état de fait. Il se présente comme un petit bâtiment de forme circulaire, orné de 6 colonnes de marbre de style corinthien, au-dessus desquelles reposait un trépied de bronze aujourd'hui disparu. Sur l'architrave, une inscription fut gravée. Impérialisme et démocratie, numéro 102 pour la source. Voici l'inscription. Lysicrate, fils de Lysithéides, du dème de Kikina, était chorège. La tribu Acamantis l'a emporté dans le concours des chœurs d'enfants. Théon était flûtiste. L'Athénien Lysiades était le chef du chœur. Euainétos était archonte. Fin de citation. L'attitude que les décrets postérieurs désignent sous le nom d'évergésie est un devoir du bon citoyen, et non pas une libéralité dont on pouvait le cas échéant se dispenser. Lorsque l'on était désigné pour accomplir telle ou telle liturgie,
Il était toujours possible d'exciper de problèmes de fortune, mais il fallait alors prouver par une procédure judiciaire particulière l'antidosis, ou échange des fortunes, qu'un citoyen, plus riche que soi, n'était pas astreint à une charge qui devait lui incomber. Et il est intéressant de souligner que c'est à Athènes, cité démocratique où les droits du citoyen étaient les plus mis en exergue, que ses devoirs furent également les plus nombreux. Chose remarquable, le modèle athénien fut importé dès l'époque classique par d'autres cités. On sait par exemple que l'île de Sifnos avait emprunté le principe de l'Eisphora, que Cos et Rhodes organisèrent au IVe siècle leur marine autour de la triérarchie. Mais plus encore, à l'époque hellénistique, s'imposa l'idée qu'un bon citoyen devait avant tout mettre sa fortune au service de sa cité. Bien entendu, les temps avaient changé, et les guerres entre communautés voisines étaient devenues beaucoup plus rares, sinon inexistantes, en raison de la mainmise des souverains, qui ne laissaient pas leurs sujets se livrer à des guerres intestines. Les libéralités en tout genre, constructions diverses, distribution de vin ou de nourriture lors des fêtes, devinrent alors le moyen privilégié de montrer son dévouement à la cité et à ses membres. Nous n'en sommes pas encore là dans aucune des cités grecques du IVe siècle, mais il est certain qu'Athènes a initié un mouvement. La nébuleuse des non-citoyens. Ainsi que nous l'avons établi dans un précédent chapitre, les citoyens représentent une petite minorité de la population totale d'une cité, le dixième de celle-ci dans le meilleur des cas, même si c'est évidemment la part la plus visible de nos sources. Les étrangers, de conditions libres, et les populations asservies forment les deux autres grandes catégories de la société dans les cités grecques. Mais il ne faut pas négliger les femmes, qui recoupent en fait les trois classes que nous définissons ainsi. Les femmes. Nous ne parlerons ici que des femmes issues d'une famille citoyenne, car dès lors qu'elles sont étrangères, libres ou esclaves, elles ressortissent avant tout à ces dernières catégories. Les sociétés politiques grecques sont masculines, un peu l'image de toutes les autres civilisations méditerranéennes qui se sont succédées. Peut-être la place prise par la guerre dans la vie des Grecs explique-t-elle pour partie tout au moins celle très réduite qui tenait les femmes, et ce n'est probablement pas un hasard, si les seules combattantes connues de la mythologie, les Amazones, barbares, parmi les barbares d'Héraclès, avaient combattu et vaincu, sans puter un sein pour tirer à l'arc, manière de refuser leur féminité. De la même manière, Athéna et Artémis, les deux seules déesses féminines auxquelles la mythologie reconnaissait des qualités guerrières, Athènes Athéna et Promachos, c'est-à-dire qu'elles mènent les Athéniens au combat, étaient vierges. Autre sorte de négation de la féminité telle que les Grecs aimaient à se la représenter. Dans ces conditions, l'idée que les femmes puissent participer à la vie politique n'effleurait pas les Grecs et introduisait au contraire un effet comique marqué. Aristophane met à plusieurs reprises les femmes en avant dans ses pièces. Dans Lysistrata, en se refusant à leur mari, elles les poussent à faire la paix avec leurs ennemis. Dans l'assemblée des femmes, elles prennent le pouvoir dans la cité, et dans les Thesmophories, elles décident de punir Euripide. Si on s'en rendra compte plus loin, d'éventuelles révoltes serviles n'offraient jamais matière à plaisanterie. Une prise de pouvoir par les femmes déclenchait l'hilarité des Athéniens, et rien ne nous autorise à penser qu'il pouvait en être autrement dans les autres cités. Pour autant, les femmes ne pouvaient être totalement exclues du domaine de la citoyenneté. Dès lors que la qualité de citoyen était innée, les femmes avaient un rôle essentiel dans la transmission de cette dernière, surtout dans les cités. Telle Athènes après 451, où père et mère devaient être tous deux de souche, c'est-à-dire pour la femme être fille d'un Athénien, condition indispensable pour un mariage reconnu et une descendance légitime. Les rares témoignages parvenus jusqu'à nous précisent donc que les filles issues d'une telle union étaient attiques, Atticae et Ginaikes, le substantif féminin, politis, citoyenne, n'étant employé que très rarement. Euboulides, 30, et Néra, 112 pour les sources. Elles étaient en général écartées de toute forme d'éducation, en dehors de celle dispensée par la maisonnée, par les femmes elles-mêmes, et les rudiments qu'on leur livrait avaient pour seul but de former de sages épouses et de bonnes mères. Pénélope, l'épouse qui attend avec abnégation le retour de son mari, Nausicaa, la jeune fille qui attend sagement l'époux que lui donnera son père, représentent à elles deux, aux yeux des mâles, les qualités espérées d'une épouse ou d'une jeune fille. Et il y en avait, dans la réalité, on sans doute de plus sulfureuses, telles Aspasie et Milet, compagnes de vie de Périclès, ou Néra, qui, au siècle suivant, sut se faire une place dans le monde de la prostitution. Un passage d'un discours faussement attribué à Démosthène montre d'ailleurs la diversité des conditions de la femme vue du côté des hommes. Début de citation. Nous avons des courtisanes, Étaïraï, pour notre plaisir, des concubines, Palakès, pour le soin quotidien du corps, des épouses, Ginaïkès, pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle de la maison. Fin de citation, Néra 122.
Et il allait de soi pour l'orateur que la fille d'un Athénien ne devait concourir que dans la troisième catégorie, esclave et étrangère, même libre fournissant les autres contingents. Faut-il néanmoins prendre cet extrait au premier degré, ou est-ce, comme le dit Pauline Schmidt-Pantel, une construction théorique aux confins de mise en ordre de la cité? Iskomak n'a sans doute pas existé, et il est certain que Xénophon a modélisé une sorte d'image idéale, selon ses propres critères, de ce que devait être une épouse. Pour autant, son exemple ne pouvait avoir valeur performative que s'il s'ancrait dans une forme de réalité ou d'idéal identifiable par ses lecteurs. L'infériorité politique des femmes dans la communauté explique bien entendu un certain nombre d'incapacités légales, même si la situation a pu varier selon les cités. Elles n'avaient aucune connaissance juridique et devaient en toutes circonstances être représentées par un tuteur, le père, le frère ou le mari, selon les circonstances. Pas davantage ne pouvaient-elles revendiquer une part dans l'héritage paternel. Une dot, versée au moment du mariage, leur en tenait quitte. Lorsqu'elles étaient filles uniques ou seules survivantes, elles devenaient héritières des biens paternels, mais ne pouvaient en jouir à leur guise. De même dans le cas d'une jeune veuve. À Athènes, où leur sort semble avoir été le moins enviable, ces femmes étaient remariées à un proche parent, beau-frère, cousin ou oncle, de façon à ce que la fortune de la famille ne passât pas dans les mains extérieures. C'est ainsi que le père de Démosthène, par testament, donna en mariage sa future veuve et sa fille âgée de 5 ans, avec dot substantielle, à 2 de ses neveux, les femmes étant en quelque sorte des mineurs éternels. À Sparte, la situation était assez différente et les femmes disposaient d'une relative liberté. Au contraire de leurs homologues athéniennes, elles n'étaient pas confinées à l'intérieur de l'oikos, et on leur faisait volontiers pratiquer le sport, avec des visées eugénistes non dissimulées. Il s'agissait aux yeux des autorités d'élever des jeunes filles dont la robustesse, qui faisait la surprise des Athéniens au dire d'Aristophane, dans Lysistrata 78-83 pour la source, était garante de beaux enfants dans le futur. Cela pouvait même aller plus loin, beaucoup plus loin, et nous possédons pour le IVe siècle 2 exemples de femmes dont l'équipage avait remporté la course de chars aux concours olympiques, parmi lesquelles la sœur du roi Agésilas 9-6 pour la source. Mais surtout, les femmes spartiates pouvaient hériter du cléros, de leur père ou de leur mari sans enfants, ce qui accentua les problèmes démographiques propres à la cité puisque, tandis que des femmes concentraient des terres parfois immenses, des spartiates de rang à l'étroit dans leur modeste cléros, étaient incapables de subvenir aux impératifs de la vie en commun, indispensables pour rester citoyens. De la même manière, le code de Gortyn prévoyait pour les filles une part dans l'héritage parental. Dans la foulée des Gender Studies, on cherche aujourd'hui à valoriser la place des femmes dans la cité, mais cette place, qui était réelle, ne fut jamais que celle que les hommes seuls, par la loi, acceptaient de leur laisser. Les étrangers. La notion d'étranger dans une civilisation où les États sont d'extrême petite taille a une définition bien différente de la nôtre. L'étranger, xénos, est toute personne extérieure à l'étroite société des citoyens et de leur famille, c'est-à-dire que leur terme fait fi de l'appartenance éventuelle à la communauté hellénique. Le terme englobe donc aussi bien les citoyens de toutes les autres cités grecques, vivant dans leur patrie d'origine ou non, que les non-grecs, même si pour ces dernières, l'appellation de barbare, à l'origine simple onomatopée pour désigner un langage incompréhensible, était souvent préférée. Mais juridiquement, il n'y avait pas de différence entre ces catégories d'étrangers. Aucune cité ne déroge à cette règle, des reins de la civilisation grecque. Un étranger n'a droit à aucun des avantages ou protections liés à la condition des citoyens, ne pouvant par exemple ester en justice ni être propriétaire du moindre bien fond. Cela dit, la facilité relative avec laquelle les Grecs se déplaçaient rendit presque nécessaire l'adoption de mesures communes pour assurer un minimum de droits aux visiteurs ou aux commerçants. Déjà à l'époque homérique existait le principe de l'hospitalité, xénia, lien héréditaire entre familles aristocratiques qui engage des rapports de cadeaux et d'aides réciproques. Et il est remarquable que ce soit le même mot, xénos, qui désigne à la fois l'étranger et l'hôte, lorsque le jeune Télémaque, à la recherche de son père, arrive à Sparte, où des liens d'hospitalité unissaient son père Ulysse au roi Ménélas, il sait pouvoir trouver auprès de lui une oreille attentive et bienveillante. Ces liens personnels perdurent à l'époque classique, entre aristocrates, même entre Grecs et barbares. Ainsi le fils du satrape Pharnabase et le roi de Sparte Agésilas se firent-ils hôtes et échangèrent-ils des cadeaux en reconnaissance. Les cités ont repris à leur profit cette tradition aristocratique en l'étendant à tous les membres de la communauté par le développement de l'institution de la proxénie. Dans chaque cité, un citoyen de référence, influent, était désigné par une autre cité pour représenter les intérêts de celle-ci et l'accueillir, le cas échéant. Pour illustrer le propos, disons que le proxène des Athéniens à Thèbes était un Thébain, lié pour des raisons familiales souvent anciennes à Athènes, qui se chargeait de faciliter l'accueil des Athéniens en déplacement à Thèbes, des ambassadeurs par exemple. Cette
C'est un peu le principe des consuls actuels, avec cette différence fondamentale que les consuls d'aujourd'hui sont des nationaux expatriés. Le système ne pouvait fonctionner que s'il existait des listes précises de proxènes susceptibles d'être préalablement connus d'un citoyen de passage. Et l'épigraphie nous enseigne que des stèles regroupant les noms de tous les proxènes ont commencé à être gravées au milieu du IVe siècle, à une période où les déplacements paraissaient s'être accélérés. Une stèle découverte dans la cité de Cortaïa, l'une des cités de l'île de Chéos, débute ainsi. Début de citation. Il a plu au conseil et au peuple que l'on accorde aux proxènes le droit d'entrer et de sortir du port, sans être soumis au droit de saisie, l'asilos, et sans avoir besoin de trêve, l'aspondos, en temps de paix comme en temps de guerre, qu'ils aient accès au conseil et au peuple, tout de suite après les affaires sacrées. Hégémonies et sociétés, numéro 100 pour la source. Suivant une quantité de noms, le délabrement de la stèle la rend illisible sur une bonne partie, parmi lesquels on trouve une dizaine d'Athéniens, de nombreux insulaires, Ténos, Syros, Délos, Sériphos, Andros, tous venus d'horizons familiers aux gens de Chéos, mais plus surprenant peut-être, des proxènes originaires de Grèce du Nord, Aïnos, Ténédos, Cyzique, Chalcédoine, du Péloponnèse et d'Asie mineure. La variété de ces ethnies atteste la multiplication des horizons des insulaires en ce milieu du IVe siècle, et il est probable que cet exemple doit être généralisé. Pourtant, même ainsi reconnus, et donc d'une certaine manière protégés, les étrangers étaient rarement les bienvenus. Sparte, enfermée dans son corset d'austérité, se faisait même un devoir de signifier son refus de les accepter sur son sol. Le xénélasie spartiate, bannissement des étrangers, défini par Plutarque dans Lycurgue 27, et attesté sous la forme moins rigoureuse par Platon au IVe siècle, dans les Pratagoras, est dans le droit fil d'une cité repliée sur elle-même depuis le VIe siècle. Ailleurs, la situation semble s'être, avec le temps, un peu adoucie. Nombre d'inscriptions évoquent des étrangers de passage, comme s'ils faisaient partie d'une catégorie déjà reconnue par la cité. Vers la fin de l'époque classique, Athènes offre une illustration plus nette encore de cette évolution. Un décret des années 330 reconnaît aux marchands chypriotes installés au Pirée pour affaire le droit de posséder un terrain pour célébrer leur culte d'Aphrodite, tout en les dispensant de taxes. Dans Impérialisme et démocratie, numéro 134, pour la source. À une époque où le commerce maritime s'intensifie, commerce particulièrement aux mains d'étrangers, et même de barbares, égyptiens ou phéniciens, il n'est plus question de dresser des barrières contre ces négociants qui apportent des denrées de base que l'impérialisme est désormais incapable d'assurer. Même à Athènes, on est obligé de constater que l'étranger demeure un élément, par nature, non assimilable. Une catégorie particulière d'étrangers doit être analysée, celle que l'on considérera sous le nom générique d'étrangers domiciliés, connu sous celui de métèque, métoïkos, en grec, mot à mot, celui qui est établi avec, ou bien celui qui a changé de demeure, à Athènes. Monde très divers que celui-ci, formé de bannis ou d'exilés volontaires de leur cité d'origine pour des raisons politiques, attirés parfois par des perspectives commerciales, monde éclairé pour nous seulement à Athènes. Un point commun toutefois, tout étranger dès lors qu'il demeurait un mois à Athènes, le délai pouvait varier selon les cités, devait se faire enregistrer comme métèque et verser une taxe, le métoïkion. Peu importante, 12 drachmes par an pour les hommes, 6 drachmes pour les femmes, mais récognitive de sa situation juridique inférieure. Il lui fallait se choisir un patron, prostatès, chargé de le représenter devant la justice et de lui assurer par là une certaine protection, puisqu'il n'avait aucun droit reconnu. Les sources littéraires nous font connaître des métèques prestigieux, tels Hérodote d'Halicarnasse ou Anaxagore de Clazomène, tous deux membres de l'entourage de Périclès, ou encore Lysias, le premier des grands logographes classiques, fils d'un riche artisan natif de Syracuse, et bien sûr Aristote, originaire de Stagyre, en Grèce du Nord. Mais ce serait une erreur de confondre le statut général des métèques avec ces quelques exemples tirés de la classe la plus élevée, qui vivait de par sa culture et sa richesse, au milieu des plus fortunés des Athéniens. Une inscription gravée juste après la chute des Trente à Athènes, et accordant le droit de citer à des métèques qui avaient combattu avec les démocrates, montre d'ailleurs que beaucoup d'entre eux vivaient de métiers fort modestes. Début de citation. Lysiadès était secrétaire. Xénaïnétos était archonte. Il a plu au conseil et au peuple. La tribu Hippotontis exerçait la prytanie. Lysiadès était secrétaire. Démophilos était épistate. Thrasybule a proposé, afin que les étrangers xénoïs qui ont participé au retour depuis Philée ou qui se sont joints à ceux qui sont revenus au Pirée reçoivent de dignes remerciements. Qu'il soit décidé à leur sujet par les Athéniens de leur donner la citoyenneté pour eux et leurs descendants et de les répartir aussitôt parmi les 10 tribus. Que les magistrats eussent vis-à-vis d'eux des mêmes lois que celles qui sont appliquées aux autres Athéniens. Quant à ceux qui se sont ralliés ensuite, qui ont combattu à nos côtés dans la bataille de Munichi,
ont libéré le Pirée, étaient présents aux côtés du peuple lorsque les conventions de réconciliation ont eu lieu, et ont fait ce qui leur était commandé, à ceux-là que soit conféré l'isothélie s'ils vivent à Athènes, et le droit de contracter un mariage légal, épigamia, comme les Athéniens. Ceux qui, au revers de la stèle, Chérédémos, cultivateur, Leptine, boucher, Démétrios, charpentier, Euphorion, meuletier, Képhisodoros, maçon, Égésias, jardinier, Épaménon, muletier, Oppos, vendeur d'olives, Glaucias, agriculteur, vendeur de noix, Dionysios, cultivateur, Abdès, boulanger, Antidotos, Idès, commerçant, Andreas, porteur, Chéris, vendeur de figues, Bendiphanès, terrassier, Emporion, cultivateur, Païdokos, boulanger, Sosias, foulon, Psamis, cultivateur, Ergésis, Eucolion, salarié, Callias, fabricant de statues. Fin de citation, Impérialisme et démocratie, numéro 155. Cet exemple de naturalisation collective ne doit pas être pris pour le témoignage d'une pratique banale, tout au contraire. Dans toutes les cités grecques, l'octroi de la citoyenneté était chose rarissime, que seuls des services vraiment exceptionnels rendus à la communauté pouvaient justifier, à l'exception de l'Occident, dans l'Italie du Sud et la Sicile, où les pratiques de déplacement de population s'accompagnaient de naturalisation en masse. Nous ne comptons guère que quelques dizaines d'exemples, ce qui ne signifie pas évidemment qu'il n'y en ait pas d'autres ignorés de notre documentation pour les cités grecques propres à l'époque considérée. Un partisan des démocrates comme Lysias, qui avait beaucoup œuvré pour le retour de la démocratie et dont le frère avait été assassiné sur ordre des Trente, ne put obtenir cette faveur. Sans doute était-elle accordée plus aisément dans les périodes de crise majeure pour la cité. En 403, on l'a vu, certains devinrent citoyens. Après la défaite de Chéronée en 338, l'orateur Hypéride fit voter dans les mois de la défaite une mesure collective de naturalisation en direction de ceux des étrangers qui prendraient les armes pour sauver la cité. Mais la paix rapidement conclue avec Philippe de Macédoine rendit caduque une telle décision, qui fut rapportée. En fait, et les témoignages essentiellement athéniens là encore le démontrent, il fallait dans tous les cas une décision explicite et nominative du peuple, suivie souvent dans l'intérêt de ou des impétrants de l'érection d'une stèle qui la rendait publique. Les étrangers domiciliés pouvaient néanmoins espérer quelques bénéfices, qui faisaient d'eux des étrangers dont les mérites étaient reconnus par la cité qui les accueillait. C'était même ce que, en général, le métèque était en droit d'attendre pour de grands services rendus à la cité. Le même exemple de 403. S'il donne la citoyenneté à ceux des étrangers qui ont pris dès le début, le parti des démocrates accorde des avantages moindres mais non purement décoratifs comme l'isothélie, l'ankthésis ou l'épigamie à d'autres qui avaient pris les armes par la suite, une fois la bataille engagée. Et sans multiplier les exemples, en 330, un certain Eudémos de Platée est partiellement honoré pour avoir aidé par sa fortune à la construction du stade panathénaïque. L'isothélie était une récompense qui, sur le plan fiscal, mettait les métèques au niveau des citoyens. Outre qu'ils étaient désormais dispensés de verser la taxe du métoïkion, ils devaient verser l'eisphora avec les citoyens, ce qui signifiait peut-être que leur imposition serait moindre. L'isothélie ouvrait également les portes des fermes adjugées par la cité, et une famille d'isotèles originaires de l'île de Sifnos, dans les Cyclades, fut ainsi détentrice d'une concession dans les mines du Laurion, au milieu du IVe siècle. L'ankthésis, récompense recherchée, permettait aux bénéfices de devenir propriétaires sur le territoire de la cité, au même titre donc que les citoyens. Quant à l'épigamie, dont on a parlé plus haut, elle autorisait celui qui en disposait à contracter un mariage légitime avec une citoyenne de rang, ce qui pouvait être compris comme une forme de citoyenneté à la génération suivante. Parfois était joint encore l'honneur de faire campagne dans les régiments civiques et non dans les lignes réservées aux étrangers. Honneur qui montrait la confiance en laquelle de tels métèques étaient tenus. Mais, en tout état de cause, que les honneurs fussent votés, viagers ou héréditaires, il n'était guère raisonnable pour leurs récipiendaires d'espérer en faire une étape vers la naturalisation. La famille isotèle originaire de Sifnos, évoquée plus haut, offre un bon exemple de cette forme de blocage. Un décret récemment publié a montré que l'un de ses ancêtres avait déjà été honoré en 422-421, sur proposition d'Alcibiade, à l'instar de deux de ses aïeux 2 générations plus tôt. Ces Siphniens, établis à Athènes et y bénéficiant peut-être de l'isothélie depuis plusieurs générations, étaient toujours Siphniens, quoique de toute évidence habitant à Athènes vers 330. Impérialisme et démocratie numéro 161 pour la source. Si compte tenu du manque de documents à notre disposition, il ne nous est pas permis d'en faire un exemple type, il y a lieu de croire que de tels modèles devaient être plus fréquents que les naturalisations, toujours exceptionnelles. Les cités grecques furent toujours avares
de leur titre de citoyen, sans doute parce que ce titre coïncidait avec de véritables avantages matériels, distribution de nourriture ou d'argent, droit de propriété, mais aussi et surtout parce qu'une certaine idée de la cité était en permanence entretenue par les mythes locaux. À Athènes, le mythe tenace de l'autochtonie voulait que, selon l'étymologie du terme, les Athéniens fussent nés de la même terre. Ce n'est certes pas avec de telles croyances qu'on pouvait se développer en pratique extensive de l'octroi de la citoyenneté à des gens extérieurs à la communauté, même s'ils étaient installés depuis plusieurs générations sur le territoire. Esclaves et dépendants. Peu de civilisations, peu de langues ont utilisé autant de mots différents pour rendre compte de situations juridiques à ce point complexes. Ce sont des dizaines de termes, variant selon les régions, qui pouvaient désigner des hommes et des femmes dont le statut se trouvait quelque part entre l'esclavage et la liberté. Deux mots dont on a la correspondance en grec ancien, douleia et euletheria, mais qui dissimulent mal des réalités bien plus composites. Il existait la forme d'esclavage la plus simple que l'on connaît à toutes les périodes, celle de l'esclave marchandise. Produit de la razzia collective, de la prise individuelle et in fine de l'achat sur un marché aux esclaves plus ou moins officiels. L'esclave marchandise appartient en propre à un autre individu et on en a des attestations dans des situations prémonétaires. Le porcher d'Ulysse à Ithaque, Eumée, a ainsi, selon l'expression homérique, connu le jour de l'esclavage. Lorsque des pirates firent une descente dans l'île de Syros, où régnait son père. Odyssée 15, 413. La fin de l'archaïsme devait voir la multiplication de ce genre d'esclavage. L'île de Chios, qui fut dotée la première d'institutions se rapprochant de la démocratie, passait pour avoir été celle qui avait, sinon inventé, du moins multiplié ce type d'asservissement. Paradoxe apparent que nous expliquerons plus loin. Mais c'est encore à Athènes que nous voyons le mieux l'essor de cette pratique. Les réformes soloniennes, au début du VIe siècle, avaient interdit l'esclavage pour dette à l'encontre des citoyens. Certains avaient même été vendus à l'étranger, ce qui diminuait bien entendu les possibilités de renouvellement des esclaves. Les succès dans les guerres médiques, puis les incursions répétées dans l'Empire perse jusqu'au milieu du Ve siècle, permirent de faire prisonniers des milliers de barbares qui furent amenés chez les vainqueurs, principalement à Athènes. Lorsque cette source d'approvisionnement fut quelque peu tarie après la paix de Callias, l'habitude de chercher en terre barbare des esclaves ne fut pas perdue. Il est probable que, soit par le jeu d'expéditions ponctuelles, soit par échange ou achat à des potentats locaux, Trata, la Thrace, Car, le Carien, Syros, le Syrien, portés par les esclaves confisqués au sacrilège de 415, Impérialisme et démocratie numéro 154A pour la source, finissent les clés de leurs origines géographiques et indiquent à quel point l'esclavage les privait de toute identité individuelle. Le développement des mines du Laurion, l'essor de l'artisanat athénien tout au long du Ve siècle, au fur et à mesure de la mainmise athénienne sur l'Égée, favorisa l'arrivée d'esclaves en Attique à un niveau tel qu'il n'est pas déplacé de parler de traite pour évoquer un tel trafic. S'il n'y a pas de chiffre d'ensemble sûr à notre disposition, l'indication livrée par Thucydide, selon qui, lors de l'invasion du territoire durant la guerre de Décélie, 20 000 esclaves s'enfuirent, Thucydide 7, 27, 5, fournit tout de même un ordre d'idées. On verra dans le chapitre suivant que c'est en dizaines ou en centaines de milliers qu'il faut parler des esclaves en Attique à la fin du IVe siècle. La plupart des ateliers d'artisans, dans la ville même, fonctionnaient avec des esclaves, parfois nombreux. Les différents ateliers du père de Démosthène, vers 370, en occupaient plusieurs dizaines, comme d'ailleurs les exploitations agricoles. Au IVe siècle, les esclaves, sans doute formés à cette intention, ne sont pas rares dans les premières banques qui apparaissent alors dans nos sources. Il est très difficile par ailleurs de porter un jugement quelconque sur leurs conditions de vie, qui étaient extrêmement variées, depuis l'esclave qui travaillait dans les mines jusqu'aux esclaves publics, les démosioi, qui avaient la possibilité de posséder eux-mêmes des esclaves. Il n'y eut jamais de révolte servile dans les cités grecques de l'époque classique, du moins aucun soulèvement mettant en cause une telle catégorie d'esclaves, ce qui ne signifie évidemment pas qu'ils étaient satisfaits de leur sort. On a vu plus haut des milliers d'esclaves fuir leurs conditions de travail. Dans une petite propriété où ils menaient un genre de vie proche de celui de leur maître, la situation pouvait être très différente. Mais l'origine barbare de l'immense majorité des esclaves de l'époque classique, pour lesquels les notions de liberté étaient sans doute très embryonnaires, pour ne pas dire plus, explique aussi bien des choses, comme leur diversité ethnique et linguistique. Difficile de se soulever pour la liberté quand on n'a jamais su ce que c'était. Impossible de fomenter des révoltes lorsque l'on ne peut guère se comprendre, encore moins se réunir.
Ce sont ces conditions spécifiques qui expliquent que la Grèce classique n'a pas connu les grandes révoltes serviles de la fin de la République romaine, comme celle de Spartacus. On s'aperçoit vite que l'esclave était indispensable au citoyen pour que celui-ci puisse exercer pleinement son rôle politique, les indemnités de présence à l'Assemblée n'ayant pas été distribuées avant le début du IVe siècle, et encore celles-ci ne nourrissaient guère leurs bénéficiaires. Ce qui revient à dire que le développement de la démocratie ne pouvait se faire sans le concours d'un nombre toujours croissant d'esclaves, paradoxe pour notre jugement contemporain seulement. Encore que l'exemple nord-américain de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'abolition montre que le paradoxe n'est pas absolu. Qui fit écrire à M.I. Finlay que démocratie et esclavage ont avancé main dans la main. Impossible donc dans la structure politique de la cité d'assister à un essor de la démocratie sans un recours massif à l'esclavage, et avant de se demander si l'économie grecque fut ou non esclavagiste, il faut bien comprendre que la politique grecque, et singulièrement la démocratie, elle, le fut. Après tout, la démocratie américaine, qui fut la première du monde moderne, est aussi celle dans laquelle perdura le plus longtemps l'esclavage, preuve que la situation grecque antique ne peut pas être considérée comme exceptionnelle. Si la catégorie des esclaves marchandises reste pour nous à peu près identifiée et possède une certaine unité, l'on n'en dira pas autant, loin s'en faut, de la seconde catégorie que, faute de mieux, l'on désigne aujourd'hui sous le nom de dépendants, et qui portait des noms variants selon les régions du monde grec et leur origine ethnique. À Syracuse, ces populations dépendantes étaient les Killyriens, population indigène présente sur place au moment de l'arrivée des Grecs au 8e siècle. En Asie mineure, c'étaient aussi des populations indigènes qui étaient soumises aux Grecs. À Priene, par exemple, une lettre d'Alexandre différencie deux types d'habitants. Les Priéniens, bien entendu, exemptés de toute taxe, et ceux qui vivent en village, presque certainement des populations travaillant la terre pour les citoyens, soumis au tribut royal. Mais en Grèce propre, il n'est pas possible d'arguer de ce statut de barbare pour expliquer une dépendance. En Thessalie, on les dénommait les pénestes, mot à mot les pauvres. À Argos, c'étaient les gymnètes, les nus. À Sparte, les mieux connus de tous, c'étaient les ilotes, étymologiquement ceux qui ont été capturés. Et ce terme montre bien l'origine guerrière de leur asservissement collectif. Ce qui différencie les dépendants ruraux des esclaves marchandises tient d'abord à l'aspect collectif de leur servage. S'il est difficile de connaître les raisons de l'asservissement des ilotes établis en Laconie, ainsi que sa date, la tradition des guerres de Messénie fournissait dès l'Antiquité la clé de l'explication de la soumission des ilotes messéniens. C'est à la suite de deux guerres que les Spartiates s'emparèrent de la Messénie, l'agrégeant au territoire de la Laconie, le berceau de l'État spartiate, et asservirent l'ensemble de la population. Chaque cléros, détenu par un Spartiate, était mis en valeur par un ou plusieurs ilotes, qui, à l'instar des métayers, versaient une partie de la récolte à leur maître, tout en étant dotés d'un statut juridique qui, d'une certaine manière, les protégeait contre un arbitraire absolu. Ces populations soumises étaient dans une situation morale très dure. Par une sorte de rituel, les efforts déclaraient la guerre tous les ans aux ilotes, et l'on sait qu'ils devaient subir des humiliations morales, telles que l'enivrement devant des jeunes Spartiates, pour que ces derniers comprissent les dégâts de l'abus du vin. L'on a d'autre part déjà évoqué la cryptie, qui menaçait la vie de tous les ilotes surpris hors de leur maison la nuit tombée. On peut admettre que ces conditions de vie déclenchaient chez les ilotes un sentiment de révolte d'autant plus dangereux que l'asservissement collectif s'était produit sur des personnes d'origine grecque parlant une même langue. Mais ce n'est pas si simple, et il faut faire la part des choses. Les ilotes laconiens, depuis très longtemps asservis, n'ayant plus la mémoire collective d'une antique liberté, paraissent de s'être jamais soulevés, ni avoir eu l'intention de le faire. Au contraire des Périèques, dont la place dans l'état spartiate était tout de même bien plus enviable. Lorsque les troupes thébaines déferlèrent sur la Laconie durant l'hiver 371-370, les ilotes libérés refusèrent ainsi de chanter, sous le prétexte que leur maître ne leur permettrait pas. Témoignage éclairant de l'intériorisation de leur infériorité. Lycurgue 28-10. Mais il en allait tout autrement en Messénie, où le souvenir de la liberté individuelle et nationale et de l'autonomie était resté vivace, menaçant en permanence l'état spartiate de son intégrité. Déjà en 490, une révolte sur laquelle nous sommes mal renseignés éclata. En 464, un séisme d'une rare violence, qui avait fait de nombreuses victimes parmi les citoyens, servit de prétexte à un soulèvement de grande ampleur que les Spartiates eurent le grand mal à contenir. Ils durent ainsi faire appel à l'aide athénienne, qu'ils renvoyèrent très vite, effrayés d'un soutien possible aux révoltés. Ce qui signifie qu'ils avaient auparavant mobilisé sans succès tous leurs alliés de la Ligue péloponnèse. Malgré ces renforts, ils ne purent venir à bout complètement de la révolte et durent accepter un accord prévoyant le départ hors du Péloponnèse des derniers combattants messéniens.
Installés plus tard par les Athéniens au nord du golfe de Corinthe, à Naupacte, ils constituèrent une menace permanente pour les Spartiates durant la guerre du Péloponnèse. Le risque pour Sparte était immense, puisque toute la structure économique et sociale de la cité tenait par le système ilotique qui, en déchargeant les citoyens des tâches matérielles de mise en valeur du sol, leur permettait de se livrer aux seules activités dignes d'un Spartiate. Et comme la Messénie formait la partie la plus riche du territoire de la cité, le contrôle des ilotes était la condition indispensable du maintien de sa puissance. On a pu dire, sans excès particulier, que l'atmosphère de caserne dans laquelle a vécu la cité depuis le VIe siècle était la conséquence mécanique de la peur d'un soulèvement ilotique, à laquelle on aura garde d'ajouter plus tard celle d'un mouvement similaire des inférieurs. Le soulèvement de 464, la conspiration de Cynadon, dont nous avons parlé plus haut, montre assez que de telles craintes n'étaient pas imaginaires. Et on le vit bien, après 371, lorsque sous les coups de boutoir d'Épaminondas, la Messénie regagna son indépendance, privant Sparte de l'essentiel de sa force. Réduite à la Laconie, la cité ne joua quasiment plus aucun rôle dans l'histoire des cités, à l'exception de quelques événements sporadiques, qui furent d'ailleurs, pour elle, dramatiques et enfoncèrent un peu plus la cité dans son déclin. De toutes ces formes d'esclavage, nulle voix en Grèce ne s'est jamais levée pour en stigmatiser l'iniquité. Peut-être parce que les lois non écrites en justifiaient le principe, comme celles qui énonçaient, comme une vérité d'évidence, que, à la guerre, les biens et la personne du vaincu appartiennent en propre au vainqueur. Aristote, Politique, Grand 1, 1255, A. Sans doute se trouvait-il peu de monde en Grèce en dehors de Sparte pour défendre l'ilotisme, mais c'étaient les formes excessives que cette soumission prenait qui étaient dénoncées et non le principe en lui-même. Dans les cités idéales que Platon a voulu créer, dans la République, ou dans les lois, l'esclavage n'est pas remis en cause. Pour Aristote, l'esclavage est même une loi naturelle, puisqu'il présente des individus par nature destinés à commander, à d'autres voués à obéir. Il est indiscutable que les guerres médiques, la victoire des Grecs sur les Perses, et au-delà des Perses, sur les barbares, ont beaucoup fait pour la naissance de l'idée d'une supériorité évidente des Grecs sur les autres peuples. Il s'agit même de l'un des leitmotifs les plus lancinants de la littérature de l'époque classique, et dans des secteurs où l'on l'attendrait le moins. Un traité de la collection hippocratique des airs, des eaux, des lieux, contemporain de la guerre du Péloponnèse, veut montrer que les régions où les saisons sont les mieux marquées, sous-entendu la Grèce, voient le développement d'une race courageuse et intelligente, tandis que d'autres, au climat émollient, produisent des hommes peu disposés à l'effort et incapables d'une pensée profonde. Et l'on aura deviné en filigrane, dans cette description, une sorte d'Orient lascif, l'œuvre du rhéteur Isocrate au IVe siècle, est sous-entendu par cette supériorité évidente que doit concrétiser une expédition militaire décisive. On devine cependant des évolutions durant la période. Déjà, au VIe siècle, Solon avait persuadé les Athéniens qu'il ne saurait y avoir le moindre asservissement parmi leurs concitoyens. Au IVe siècle se développe peu à peu chez les philosophes l'idée qu'aucun grec ne devrait être réduit en esclavage. Citation. D'abord, en ce qui concerne l'esclavage, est-il légitime que des cités grecques asservissent des Grecs, ou vaut-il mieux qu'elles l'interdisent aux autres, pour autant qu'il est possible, et que les Grecs prennent l'habitude de ménager les Grecs par crainte de tomber dans une servitude des barbares? Assurément, il est essentiel que les Grecs en usent entre eux avec ménagement. Il importe donc qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes d'esclaves grecs, et qu'ils incitent les autres à suivre cet exemple. Fin de citation, Platon, La République, Grand 5, 469b. Même si, présentée comme cela, cette proposition a toute l'apparence d'un vœu pieux et illustre au contraire l'existence de telles pratiques, l'idée est évocatrice d'une évolution réelle des esprits, au moins pour les Grecs. Les transformations sociales et le rôle de la guerre. On ne saurait imaginer une société grecque immuable à l'époque classique. Une analyse sereine de la situation sociale de la Grèce entre le début du 5e siècle et la fin du 4e siècle montre au contraire des transformations sociales d'une grande ampleur, et tout laisse à penser que la guerre, en tant que pratique récurrente, a joué un grand rôle dans ces modifications. Il n'est guère nécessaire de reprendre, même en les synthétisant, toutes les guerres auxquelles furent confrontés les Grecs avec des peuples barbares, certes, mais avant tout entre eux. En fait, la guerre est inévitablement un phénomène culturel, porteur de valeurs irréductibles et consubstantielles à la civilisation grecque. L'Iliade est avant tout un récit de batailles rangées et de duels entre héros, et il est tout à fait remarquable de constater, lorsque l'on fait le bilan des papyrus grecs d'époque hellénistique ou romaine découverts en Égypte, quelle est de loin l'œuvre la plus représentée. Même pour les colons grecs, installés souvent depuis plusieurs générations dans la vallée du Nil, le poème d'Homère demeurait la référence dans laquelle ils puisaient leur hellénisme. On comprend dans ces conditions l'incapacité des Grecs à concevoir la paix comme une valeur propre et à l'imaginer permanente.
L'on a, sans exagération, pu dire que la guerre était l'ordre naturel des choses et la paix, il vaudrait mieux parler de trêve, pour souligner son aspect limité dans le temps, une interruption de la norme. De fait, au 5e siècle, les cités passent des traités suspendant les opérations militaires pour une durée variable de quelques jours à plusieurs années. Mais la paix définitive n'existe pas. Il faut attendre le 4e siècle et la paix du roi, 386, pour voir les cités accepter de jurer une paix, pour toujours, avec le résultat mitigé que l'on sait. Il est non moins intéressant de souligner à quel point l'état d'esprit de compétition, l'agone, à la base des guerres homériques, a pénétré l'ensemble de la société. Ceci est bien connu dans le monde des concours, avant tout pan-hellénique, dans lequel le sport de tout le monde grec venait se défier à Delphes, Olympie, Corinthe ou Némée, dans des disciplines variées, où les activités guerrières, telles que la lutte, pancrace, surtout la boxe, lancer de javelot, course en armes, course en char, étaient toujours sous-jacentes. Nul besoin d'insister sur l'importance sociale d'un succès dans une épreuve pan-hellénique, que ce soit pour le vainqueur lui-même ou pour sa cité d'origine. Les odes triomphales de Pindare attestent assez la gloire qui rejaillissait sur le vainqueur. Mais ce n'était pas seulement par le biais d'ersatz de combat que l'agone touchait les mentalités grecques. Les représentations théâtrales se déroulaient en général dans le cadre d'une fête et les spectateurs désignaient à la fin le poète, tragique ou comique, qui leur semblait le meilleur. Il n'est pas jusqu'à l'organisation de la justice, où les rivalités inhérentes à ce domaine se comprenaient aussi dans un esprit de compétition. Mais la guerre était le domaine dans lequel les hommes pouvaient le mieux prouver leur courage, Andrea, et leur vertu, l'arrêté. Et donc celui où les vainqueurs véhiculés par la société s'exprimaient avec le plus de force. Le monde homérique est un univers aristocratique, et la facilité avec laquelle les cités, pourtant dégagées des institutions royales vantées par le poète, se sont moulées dans ce cadre qui a priori n'était pas conçu pour elles. C'est bien la trace d'une permanence des valeurs véhiculées par l'Iliade. La cavalerie réservée aux plus riches des citoyens a conservé cette mentalité, mais celle-ci s'est étendue à l'ensemble de la société, pourrait-on dire. Société citoyenne, on s'entend. On a vu qu'au cours du 7e siècle s'est mise en place une infanterie lourdement armée, la phalange, composée d'hoplites dont le succès a imposé peu à peu ses propres valeurs à la société grecque. La solidarité du groupe dans l'adversité, l'égalité de chacun dans la ligne de front, sont autant d'éléments indissociables de l'esprit hoplitique. Tout un code parfois né de considérations pratiques a été élevé au rang d'obligations morales et religieuses, comme celle qui interdisait la poursuite d'un ennemi en fuite ou obligeait le vainqueur, maître du champ de bataille, sur lequel il érigeait un trophée, à remettre les cadavres aux vaincus à l'issue du combat. Toutes ces certitudes reculent au cours de la période. Mais contrairement à l'idée selon laquelle le 4e siècle verrait les manifestations les plus tangibles de ce que d'aucuns appelleront le déclin, dès le début du 5e siècle, on constate une remise en cause de ces valeurs, d'abord à Athènes. À nouveau, il faut mettre en exergue la bataille de Salamine, et ses conséquences, à la fois militaires et sociales. Le premier grand succès sur les Perses fut celui des marins, preuve que le salut de la cité pouvait dépendre non point de son élite socio-économique, l'armée de terre, cavaliers et hoplites, mais des plus modestes des Athéniens, ceux qui combattaient sur les trières, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer l'onéreuse panoplie de fantassins. Le développement ultérieur de la Ligue de Délos, qui assura la suprématie d'Athènes sur la mer Égée, devait, on s'en doute, conforter cette situation. Et l'on comprend alors le point de vue des adversaires de la démocratie, qui virent en Salamine le point de départ d'une décadence de la cité, et dans la marine l'instrument de cette décadence. Les ligues suivantes de Platon l'illustrent bien. Début de citation. Minos soumit un jour les habitants de l'Attique au paiement d'un lourd tribut. Puissant qu'il était sur mer, tandis que les autres n'avaient pas encore, comme maintenant, de flotte de guerre, ni non plus un pays assez riche en bois, de construction pour rééquiper facilement des forces navales. Ils ne purent donc imiter tout de suite ces matelots, en se faisant marins eux-mêmes, et repousser alors les ennemis. En fait, il aurait mieux valu, pour eux, perdre encore plusieurs fois de leurs enfants que de se transformer en hoplites de terre qu'ils étaient en marins, et de prendre l'habitude de partir constamment, de se retirer au pas de course sur leur vaisseau, de croire qu'il n'y a aucune honte à refuser, de se faire tuer sur place devant l'attaque de l'ennemi, à trouver naturel et tenir toutes traites leurs excuses quand ils perdaient leurs armes et reculeraient dans ces fuites que l'on prétend sans déshonneur. Platon, Loi 706 A-B. Il est indiscutable toutefois que la guerre du Péloponnèse rendit plus visible encore ces changements, qui s'accentuèrent au IVe siècle, touchant à peu près tous les secteurs de la guerre. Le premier de ces changements concerne la guerre sur terre. Les hoplites, maîtres absolus du terrain au 5e siècle, se voient concurrencés peu à peu par des troupes plus légèrement armées, plus mobiles aussi, les peltastes, de pelter, nom du petit bouclier protégeant le soldat, qui remportèrent sur eux de signalées victoires. Certes limités dans leur importance, mais dont l'impact sur les contemporains fut grand.
La défaite des hoplites athéniens en Étolie en 426, Thucydide, Grand 3, 98, celle d'un contingent spartiate face aux peltastes commandés par l'Athénien Iphicrate en 390, marquèrent les esprits car ils étaient le signe d'un ébranlement des valeurs sociales portées par l'infanterie lourde. Le but de la phalange hoplitique est de ne reculer sous aucun prétexte, preuve suprême de son andreia. Les peltastes et les archers, les lanceurs de javelots, n'usent point de cette tactique et n'hésitent pas à se replier devant la charge pesante des hoplites avant de lancer des offensives successives face auxquelles les hoplites sont mal préparés. Il s'agit là d'un changement majeur et l'on conçoit bien la difficulté pour un général disposant de troupes diverses et complémentaires de mener une offensive coordonnée. Rien d'étonnant alors que les qualités tactiques d'un stratège soient désormais mises en avant et que ce dernier, tout au rebours d'un Miltiade à Marathon, pour reprendre cet exemple, tire seul la gloire d'une victoire. À Lysandre furent décernés des honneurs quasi divins. Timothée d'Athènes obtint de sa cité de son vivant l'érection d'une statue sur l'agora, autant d'exemples impensables avant 430. Bien entendu, avec Philippe de Macédoine et surtout avec Alexandre, la situation s'exagère encore pour aboutir à un constat. La victoire militaire devenait la preuve tangible du caractère divin du général vainqueur. Parallèlement à l'apparition de combattants d'un type nouveau, la récurrence de la guerre rendait impossible le maintien des seuls citoyens dans l'armée civique, ce qui était encore faisable dans le cas d'opérations limitées dans le temps. C'est là l'origine de la multiplication des mercenaires, surtout à partir des dernières années de la guerre du Péloponnèse, et qui allait se poursuivre durant tout le siècle suivant, et devait être vécue par certains comme une décadence supplémentaire. Témoin Isocrate, dans l'une de ses nombreuses diatribes, portée à l'encontre des mercenaires en 356. Nos actes et nos sentiments sont tellement inférieurs à ce qui existait en ce temps-là que, tandis que ces hommes, pour le salut des autres, n'ont pas craint d'abandonner leur propre patrie et ont vaincu les barbares sur terre et sur mer, nous, même dans l'intérêt de nos ambitions, nous n'acceptons pas de courir le moindre danger. Nous prétendons régner sur tous et nous refusons de sortir en armes. Nous déclarons la guerre au monde presque entier et, pour la faire, ce n'est pas nos personnes qui nous mobilisons, mais des hommes, les uns apatrides, les autres déserteurs, les autres réunis par toutes sortes de crimes et qui, lorsque certains leur donneront une solde plus forte, marcheront contre nous. Et nous en sommes venus à cette folie que, manquant à nous-mêmes du nécessaire, nous nous sommes mis à entretenir des mercenaires. Et nous tourmentons et pressurons chacun de nos alliés pour verser la solde aux ennemis communs de toute l'humanité. Nous sommes bien inférieurs à nos ancêtres, non seulement à ceux qui se sont illustrés, mais à ceux qui ont attiré la haine, car ces derniers, s'ils décrétaient une guerre, bien que l'acropole fût remplie d'or et d'argent, jugeaient cependant qu'ils devaient exposer leur personne pour soutenir leur décision. Mais nous, qui sommes tombés dans une si grande détresse et avons tant d'hommes, nous imitons le grand roi et employons des armées de mercenaires. Autrefois, quand on équipait des trières, on embarquait les étrangers et les esclaves comme hommes de manœuvre et on faisait partir en armes les citoyens. Maintenant, ce sont les étrangers que nous recrutons comme hoplites et les citoyens que nous forçons à tirer la rame. Sur la paix, 45-48. Il ne faut certes pas prendre cette analyse pour argent comptant, ce sont bien les Athéniens du 5e siècle qui ont, les premiers, soldé leurs marins pour assurer la domination de la cité sur mer. Et à la période décrite par Isocrate, les citoyens athéniens ne rechignaient pas, quand c'est nécessaire à faire campagne, au contraire des affirmations du rhéteur. Mais il est vrai que la permanence de la guerre, fait marquant de la situation politique et militaire de la Grèce à partir de 430, interdisait aux citoyens d'être constamment en expédition. Ils avaient tous une activité impossible à délaisser plusieurs mois durant, et le recours aux mercenaires devenait indispensable. Ceux-ci étaient en règle générale des Grecs chassés de leur patrie d'origine par la pauvreté ou par des guerres civiles. Donc, même si l'analyse d'Isocrate est largement faussée par un certain nombre d'a priori, si le développement du mercenariat n'est pas la cause des tensions sociales, il n'en demeure pas moins que ce phénomène en est une illustration et qu'il ne fit rien pour les atténuer. La société grecque s'est transformée au cours de ces 2 siècles, mais ses fondations, basées sur la prééminence des citoyens, l'exclusion de tous les non-citoyens de la sphère politique et la forte utilisation des esclaves, n'ont guère été ébranlées, et c'est donc à bon droit que l'on peut parler, malgré les mutations que l'on a vues, malgré la diversité des situations locales, d'une société grecque. C'est en fait dans l'approche économique de cette société que les transformations sont les plus visibles.